voler la recette magique de Netflix, celle de Pixar, et l'appliquer à sa boîte de jeux sur mobile. C'était le pari de Maxime Demeure, le patron du studio de jeux mobile Madbox. À la fin, ça paye. Aujourd'hui, c'est 600 millions de téléchargements, 60 millions de chiffre d'affaires, 260% de croissance sur les 2 dernières années. On va s'intéresser ensemble, si tu le veux bien, Maxime. Et je sais que tu as tiqué sur le mot voler, donc je te laisserai y revenir. Mais ensemble, j'aimerais bien qu'on essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête des joueurs et qui fait qu'un être humain relativement bien constitué peut passer des heures à cliquer, et c'est pas votre jeu, mais typiquement sur un cookie digital au chocolat. Bref, on va essayer de se plonger dans la psychologie humaine pour comprendre l'essor et l'épopée de Madbox, si tu le veux bien. Avec grand plaisir. Déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis super content d'être là. Donc, avec plaisir pour creuser dans tous ces sujets. Tu m'as dit que tu répondras à toutes mes questions, donc on y va juste après ce générique. Feuille blanche. 40 nuances de Next. J'ai pas l'habitude de commencer par une question surprise, mais celle-là, elle m'a touché et je pense qu'elle dira beaucoup et de toi et de l'histoire de la société. Je te propose de l'écouter. Vous avez un message. Bonjour Maxime. Tu connais mon côté légèrement risque-averse. J'avoue humblement ne pas avoir cru à ton projet initial et n'ai pas participé à la création de ta société. À ma décharge, tu avais 22 ans et tu étais encore étudiant. Aujourd'hui, devant ton opiniâtreté et ton énergie sans faille, je suis conquise et convaincue. Si tu crées une nouvelle société, accepteras-tu que je participe au capital ? Cette fois-ci, je suis prête à injecter de la love money. Ouais, je reconnais bien la voix de ma mère. Ouais, c'est super. Déjà, merci de me poser cette question. Ça me fait rire de t'avoir dans le podcast. Ma mère, pour le coup, a hébergé la boîte sur les premières années. Quand on a commencé, on était étudiants avec C'est du love office. Ouais, c'est du love office. Clairement, on a eu l'amour nécessaire et le soutien nécessaire. La conviction n'était pas là, on va dire. Parce qu'on a monté ça, on était hyper jeunes. Clairement, on avait beaucoup d'envie. On était tenaces, mais on va dire qu'on n'avait pas vraiment les codes. Et du coup, forcément, c'est toujours un peu la blague qu'on fait avec ma maman sur le côté de... Moi, j'aurais bien aimé qu'elle investisse au début en disant « Allez, j'y crois, etc. » Et elle me disait « Non, c'est une ancienne banquière, donc très rationnelle, très cartésienne. » Elle m'a dit « Non, j'y crois pas du tout. Je crois en toi, mais pas vraiment dans le projet. » C'est marrant parce que j'ai énoncé les chiffres d'aujourd'hui et d'ailleurs peut-être que pour investir maintenant dans la boîte, ça fait un peu trop cher pour rentrer. C'est sûr. Mais ça amène deux sujets, se lancer quand on est jeune et la notion de crédibilité pour embarquer. Et puis plus largement, je connais pas un entrepreneur qui a débuté sans quelqu'un qui lui dit ton projet, j'y crois pas. Et donc les entrepreneurs qui finalement le deviennent arrivent à dépasser ça et à en faire autre chose. Mais je serais curieux de t'entendre là-dessus. Ouais, alors sur le côté d'entreprendre jeune... Pour nous, avec Jonathan, c'est venu en fait assez naturellement. On n'avait pas forcément envie d'être entrepreneur. On avait déjà envie de bosser ensemble. Et c'est que là, tout est parti, quoi. On était potes et on s'est dit, allez, on fait quelque chose. Et du coup, on s'est lancé. Moi, j'étais encore en alternance à Saint-Gobain pour essayer de financer la boîte. Donc, je bossais la journée et je travaillais la nuit avec lui qui était à Centrale et qui faisait ses stages. Et clairement, tu parlais de notion de crédibilité. C'est vrai que quand tu commences, tu as tout à construire. Toi en tant qu'entrepreneur, toi en tant que patron d'une boîte. On a commencé avec 100 euros de capital social. On a mis 50 euros. Moi, j'avais l'impression d'être le roi du monde quand on a reçu les statuts. C'était incroyable. Et du coup, la crédibilité, elle se construit au fur et à mesure des années. Elle prend du temps. Nous, on venait de banlieue, on n'avait pas de parents entrepreneurs, pas de code. J'avais jamais entendu parler d'un VC, d'un incubateur. J'avais pas du tout le knowledge de l'écosystème. Et du coup, j'ai encore des vidéos de mes premiers pitchs quand j'étais jeune. Et c'est marrant parce que c'est le seul moment où on verra en costume cravate parce que j'essayais de gagner cette crédibilité. Voilà.
Tu vas être obligé de fermer les yeux et de te replonger dans ce premier pitch. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Je pense que chacun se rappelle de son tout premier pitch, avec peut-être un peu de trac, et alors encore plus quand on n'a pas les codes, parce que maintenant tu vois des sessions de pitch où tout le monde est rodé avec le même squelette de présentation. C'était peut-être pas le cas à l'époque. Ça ressemblait à quoi? Alors le premier pitch, il est bien marrant, il est bien rigolo. Notre première app, à la base c'était un espèce de réseau social, de défi. On voulait gamifier la vie des gens. Et du coup, je m'étais dit, OK, sur le pitch, il faut que je prenne le public à revers. Il y avait comme 500 personnes. C'était dans l'amphithéâtre de Dauphine. On était à l'époque du tout début de l'incubateur de Dauphine et qui avait organisé un événement. Et en fait, je suis arrivé déguisé en Pac-Man sur scène. Et le début de mon pitch était vous vous demandez pourquoi je suis venu aujourd'hui déguisé. Et je vais vous dire pourquoi. Et là, tout de suite, je commençais avec on m'a lancé un défi, etc. quoi. Donc, il est assez collector parce qu'en dessous le Pac-Man, je suis en costume. Donc, il n'y a rien qui va. Le pitch est clairement assez une mauvais. Espèce de jeu. C'est terrible. Maintenant que le temps est passé et que la boîte a sacrément évolué, en 2 phrases, comment tu parles de Madbox aujourd'hui? Madbox aujourd'hui, c'est une boîte qui a comme mission de donner le sourire à des millions de joueurs à travers le monde et composée de ce qu'on appelle des casual imad Madboxers. Donc c'est des gens normaux qui font des trucs exceptionnels parce qu'ils sont complètement fous. Ça me rappelle Rémi Gaillard un peu dans le... Ouais, dans la tête. La différence, c'est que nous, on le fait via de la création, mais clairement, c'est ça, on veut donner le sourire à des joueurs. Et aujourd'hui, comment on le fait, c'est les meilleurs talents. Et cette approche-là, elle est pas dans les codes à plein de niveaux. Je vais donner 2 exemples dont on parlera, mais le premier, je pense que c'est que tu t'en fiches de savoir le jeu qui va sortir. Tu regardes pas les jeux, tu regardes les équipes. Déjà, ça c'est un premier sujet. Ouais, alors en gros, la philosophie de Madbox, c'est on a lancé plus de 300 jeux depuis le début de l'aventure. Et en fait, on a appris à avoir tort de manière assez difficile parce qu'on a passé du temps, on a mis de l'amour, on s'est battu pour avoir des jeux qui sortent sur le store auxquels on croyait. Et en fait, quand on les lance, les gens nous disent non, c'est nul en fait, ça marche pas quoi. Et on vient des petits tests très rapides. Et en fait, cette conviction, en fait, on a réussi à la construire au fur et à mesure de se dire qu'en fait, une bonne idée, en fait, à la fin, c'est important, mais c'est pas ça qui fera la différence. À la fin, ce qui fait la différence, c'est une bonne équipe. Et du coup, on a, depuis, on va dire, je dirais, début de l'aventure de la boîte, très vite compris que l'élément différenciant, ça serait les gens. Et du coup, en fait, maintenant, on investit sur des équipes, on parle de culture d'ownership, où en fait, on donne la main, l'ownership créatif, on donne la main aux équipes de dire, OK, moi, je crois en cette idée, on est 3, 4, on va aller le prototyper, on va aller vite, et on va le tester sur le marché. Et en fait, ça nous permet de faire... un élément qui est assez fort, c'est qu'en fait, on n'a pas peur de rater, on n'a pas peur de lancer des choses qui ne marchent pas, parce qu'en fait, comme on investit sur une équipe, en fait, à la fin... ils apprennent et ils adaptent. Exactement. L'autre sujet dont on parlera tout à l'heure, mais qui n'est encore pas dans les codes, c'est que vous allez lever en 2 levées 15 millions d'euros et vous n'allez pas y toucher. Ouais, ça revient dans la même philosophie, c'est qu'en fait, on parlait de culture d'avoir les meilleures personnes pour pouvoir faire les jeux et créer les meilleures équipes, et le deuxième, c'est de les mettre dans les meilleures conditions. Et là, en fait, la philosophie, c'était il faut qu'on lève pour se donner le temps de prendre des risques. Et en fait, si on a une pression financière à 2 mois, 3 mois, 6 mois... Ce qui a été le cas. Ce qui a été le cas en 2018. Avec le stress. Le stress qui va, en fait, ça ne fait pas prendre de bonnes décisions. C'est-à-dire que si on doit bouger vite, on doit le faire de manière consciente et intentionnelle. Et on ne doit pas le faire parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui nous poussent à le faire. Et donc en 2019, on se dit... on y croit, on a Alven qui nous suit depuis le début, qui est derrière nous, qui nous fait confiance, et on se dit, OK, on le prend, et comme ça, on a 4 ans devant nous, et on va tenter des trucs complètement mad, et c'est ce qui s'est passé avec la sortie de Pocket Champs en 2022. On va être honnête, je pense pas que t'aies dit à Alven que t'allais prendre des millions d'euros pour pas y toucher. Non, clairement, je pense que la logique, c'était, on va investir dans plus d'équipes, on va sortir plus de jeux, et on va pousser encore plus le marketing. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a été assez vite rattrapé par des succès qui nous ont en fait
amené en fait très rapidement à la rentabilité dès la première levée de fonds et encore après la deuxième levée de fonds, et du coup qu'on en fait payé la croissance et qui nous ont permis de nous sécuriser dans ces moments de, on va dire de transition, parce qu'on a changé de modèle en cours de route. On faisait des petits jeux monétisés à la pub, où on a bougé sur des plus gros jeux, et ça c'est un switch qu'on a fait en 2020 juste avant la levée, et donc c'était ça qu'on pitchait à ce moment-là, et que d'ailleurs on n'a jamais bougé en fait depuis. On va aller ensuite sur les jeux, le modèle du jeu, encore une fois les ressorts psychologiques des utilisateurs. Juste avant, t'évoquais ton investisseur, comme quoi il n'est pas rancunier, a priori il est même plutôt heureux. Vous êtes encore resté en bon terme. Il a une question pour toi. Vous avez un message. Salut Maxime, c'est François Dalven. Écoute, j'avais une question qui te fera sourire, mais t'es, je pense, le fondateur le plus compétitif que j'ai dans le portefeuille, et ça m'intéressait que tu expliques d'où vient cette compétitivité absolue qui fait que globalement, il n'y a pas une journée sans que tu sois en compétition ou que tu mettes de la compétition sur les sujets du quotidien, dans la vie perso ou dans la vie pro. D'où ça vient, comment ça te nourrit, et c'est quoi les risques aussi potentiels de ça? C'est une super question. Je pense que déjà, merci à François de poser cette question. François Métayer. Ouais. Bon, François Métayer d'Alven, qui nous suit depuis le début. Il a fait le premier tour, il a fait le deuxième. C'est un investisseur incroyable, parce qu'il a quand même investi sur une boîte où on venait de se rencontrer avec Jean-Nicolas, le troisième cofondateur de la boîte, une semaine avant. Et on dit oui, on va merger les boîtes, et il jump, quoi. On pourra en reparler, mais il a pris une décision sur des gens, et ça, je pense que c'est un vrai bête d'investisseur, et il a bien fait. Et même dans sa question, il y a un truc que j'aime bien, c'est il me connaît, et ça, je pense que c'est un truc qui est important, relation fondeur-investisseur, qui est pas du tout anodine. Sur sa question, ouais, je suis hyper compétitif. En fait, je m'amuse de touche. J'aime bien me considérer comme un grand enfant, ce qui est bien quand on fait du jeu vidéo. Et en fait, je me pousse tout le temps à être meilleur sur tout, ce qui, je pense, drive la boîte pas mal d'énergie. Mais j'aime bien la compétition saine, c'est-à-dire que c'est vraiment avec moi-même, et c'est vraiment pour m'amuser, quoi. C'est pas une obsession, quoi. Mais sur quoi t'es compete? C'est on va doubler le nombre de jeux créés, on va tripler le nombre de téléchargements, on va faire mieux que le studio d'à côté. C'est quoi concrètement les défis que tu te fixes ou que tu fixes à tes équipes? En fait, la vision est tellement large elle est précise et à la fois large, et on veut toucher le monde entier. Donc en fait, tant que le monde entier joue pas à nos jeux, c'est pas fini, quoi. Ce que je dis souvent aux équipes, c'est à chaque fois que je prends le métro, j'ai envie de voir quelqu'un qui joue à un de nos jeux. Et je dis bien nos jeux parce que c'est les jeux des équipes aussi. Et parce que ça, c'est une émotion qui m'est arrivée quelques fois, et c'est incroyable. On prend le métro à San Francisco, voilà, dans l'espèce de bus, et là on voit un petit qui joue à l'autre bout du monde. C'était Stick Manook, un de nos premiers jeux qui a fait un carton mondial. Et là, il y a un truc de dingue qui se passe, quoi. Et je me dis, ouais, c'est incroyable, je veux vivre ça tous les jours. Tu lui donnes le cheat code? Pour le coup, j'ai été le voir, j'ai pu prendre une photo avec. C'était déjà bizarre, un inconnu qui vient. Ouais, on est les créateurs de ce jeu-là. Mais voilà, c'est ça le driver. Et aujourd'hui, je prends le métro tous les jours, et je vois pas tous les jours quelqu'un qui joue à nos jeux. Et ça, c'est un problème. Voilà. Eh ben, on va changer ça tout de suite. En même temps, on a des entrepreneurs là, principalement, qui t'écoutent. Je tiens à dire que ça risque de nuire très fortement à leur productivité s'ils commencent à installer tes jeux. Ça peut vite bouffer une vie. Mais ils vont avoir le sourire, c'est ça l'essentiel, c'est ça le but. On s'appelle pas 40 nuances de Next pour rien. Et dans la question de François, il y a aussi un peu de nuance. C'est aussi quelle est la limite de cette combativité que tu peux avoir? Comme toute force, il y a une faiblesse qui vient avec. C'est l'énergie qui est mise est énorme. Donc ça bouffe du temps, de l'énergie. Voilà, on va dire que je bosse, j'ai des horaires extrêmement rallonges, et même quand je bosse pas, je mets de la compète. C'est-à-dire qu'il suffit que je télécharge un jeu mobile d'un compétiteur pour le tester. Il va falloir que je sois le meilleur dessus, et je vais pousser, je vais aller y jouer, etc. Donc ça crée des gaps d'investissement super importants, et je me fais coacher d'ailleurs là-dessus pour être sûr de bien mettre où est-ce que je mets mes batailles. Voilà. Donc la nuance, c'est ça, c'est en fait le focus et la capacité à garder de l'énergie sur le long terme, parce que c'est un marathon, l'entrepreneuriat. Et voilà, donc je pense que la vraie limite, c'est celle-là, et donc il faut réussir à retrouver les zones d'équilibre qui nous remettent en énergie. Et là, pour le coup, je les ai, c'est les personnes qui m'entourent, François inclus, Jean-Nicolas, Jonathan, et bien sûr ma femme et ma mère et le reste de ma famille.
Quand on parle des jeux dans nos vies quotidiennes, parce qu'on a tous été amenés à jouer à des jeux de société ou autres, tu as des joueurs qui sont des gros joueurs qui donnent toute leur vie pendant le temps d'une partie. C'est moi. Et certains, parfois c'est les mêmes, souvent c'est les mêmes, mais tous les mauvais joueurs ne sont pas... Enfin, tout le monde ne finit pas mauvais joueur, mais le risque, c'est de pas accepter la défaite. Comment, toi, quand les objectifs que tu t'es fixés sont pas atteints, tu prends ça? Pour le coup, Et il y en a eu des échecs, c'est pour ça que je le dis. Ouais, il y en a eu beaucoup, et je pense que du coup, j'ai mis une carapace. En gros, je pense pas avoir une dimension de mauvais joueur ou tu vois, de mauvais sens de ce côté-là. Quand on n'atteint pas les objectifs, c'est juste qu'on n'a pas été assez bon, donc on se remet au boulot, on refocalise sur les bons sujets, on essaye d'apprendre. En fait, souvent, dans les échecs, en fait, il y a beaucoup d'apprentissage. On l'a vu dans tous les jeux qu'on a tués avec les équipes. On n'en a jamais rien tiré. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a, ok, on a appris à faire ce truc-là, on est devenu meilleur. Donc, je me force davantage dans la discipline à me concentrer sur ce que j'ai à apprendre pour devenir meilleur. Si j'aborde le sujet, c'est parce que vous en avez même fait une force de vos échecs. Je crois que sur 300 jeux que vous avez développés et distribués, il y en a une quinzaine C'est ça, fait qu'on marchait. Donc le ratio réussite-échec, il est énorme. Et au-delà d'en tirer des apprentissages, vous en faites presque un petit drapeau que vous êtes content de présenter à vos futurs clients ou partenaires. Quand on arrive sur le site de l'agence ou du studio, ça fait partie de l'island. Il y a l'île il y a le cimetière, ouais. l'île cimetière, où il y a tous les projets ratés. Ouais, et on a carrément un mur complet de notre bureau où on met dans des petites tiles super mignonnes tous les jeux qui ont marché et pas marché, avec des couleurs un peu différentes en fonction de s'ils ont marché ou pas. Et clairement, ouais, on le tourne en force parce qu'on est dans une industrie créative. Et le nom de la boîte, Madbox, on essaie de créer des jeux qui sont uniques, donc ultra créatifs, donc ultra risqués. Et donc, en fait, on veut pousser les équipes et nous-mêmes à pas copier les jeux des autres, mais aller avec quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, c'est quoi ? C'est rater. Et en fait, on rate plus souvent qu'on réussit. Et du coup, en fait, le célébrer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rester énergisé dans la difficulté ou dans les échecs. Quand on est même très inventif, malgré tout, on ne réinvente pas tout. Il y a des cadres où il y a des patterns qu'on suit. C'est quoi les règles de la création d'un jeu qui fonctionne ? Ouais. Alors, s'il y avait une recette, alors je la donnerais pas dans ce podcast. Je pense... on arrête. Merci. Coupez les caméras. On stoppe tout. Non, il n'y a pas vraiment de recette à la créativité pure et dure. En revanche, il y a quelque chose qui est important, c'est, on va dire, il y a des patterns où en fait, pour qu'une idée émerge. Et le premier pattern, c'est l'équipe. C'est avoir une équipe qui a une chemistry. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de se parler pour se dire les choses. Une alchimie. Ouais, une alchimie, un truc qui se passe entre eux. Et ça, je dirais que c'est la première base d'une idée qui marche. Parce qu'en fait, ils vont réussir n'importe quelle idée, ils vont réussir à la transformer en quelque chose qui a un truc spécial. Exemple de phrases qui sortent comme ça, de moments créatifs de l'équipe. Et si on crée un jeu qui... Typiquement Pocket Champs, qui est notre plus gros succès, on va faire un jeu de runner, donc un jeu de course, où on ne contrôle pas le personnage, on est l'entraîneur. Voilà. Et il n'y en a pas sur le mobile. Attends, comment ça ? Tu as un jeu de course et tu fais que regarder la course. C'est-à-dire que, en fait, tu as un champion, tu l'entraînes, donc c'est-à-dire que tu choisis s'il s'entraîne à courir, à nager, à voler, au début de la course, on te dit, ok, c'est un monde avec pas mal d'eau ou d'escalade, est-ce que tu veux des palmes ou tu veux des piolets ? Et toi, en tant que coach, tu dois prendre les décisions et tu dois entraîner le personnage. Mais quand tu lances la course, c'est le genre, mais comme un champion de tennis avec son coach en tribune. Exactement. Qui maintenant a le droit de lui parler. Mais c'est exactement ça. Et ça, ça n'existait pas sur le marché mobile. En tout cas, sur un jeu de course comme ça, comme ce qu'on a pu créer avec un univers très particulier, avec des petits monstres, un petit personnage, etc. Quand on le voit sur le papier, et moi le premier, quand je le vois, je dis, franchement, j'y crois pas. Vraiment, je l'ai vu la première fois, j'ai dit, j'y crois pas. Pour le coup, Jean-Nicolas qui était un des fondateurs et avec Arthur qui était le game manager qui lidait le jeu, eux ils croyaient à fond et ils ont d'un seul coup une petite core team qui ont cru et qui ont dit si bien sûr ça déchire, c'est génial, ouais. Ça déchire cette idée, c'est nouveau quoi. Et moi j'y crois pas mais je crois en eux.
Donc je dis bah ouais, on y va, go quoi. Allez, let's go. La réalité, c'est plutôt c'est en mode vous êtes sûr, pourquoi, etc. Il y a du débat interne, mais en tout cas il y a un truc qui se passe et il y a une team qui le défend et c'est une core team, hein, c'est 3 personnes, c'est Arthur, Grégoire, Magali au tout début, puis après il y a Franck et Marwan qui rejoignent. Voilà, je donne des noms mais ça peut être long, hein. Ouais, ça peut être très long, vous êtes 100 maintenant. Mais ils sont au début, en tout cas c'est une petite team qui commence et qui y croit et qui y va, ils vont très vite chercher les résultats. Et donc ça, c'est le premier pattern, le début du pattern. L'équipe créative, le moment où on trouve l'idée disruptive, ou en tout cas celle qu'on n'a pas vue ailleurs. Exactement. Donc ça, c'est le côté unique. Le deuxième qu'on a chez nous, en fait, on a une ligne éditoriale qui est unique, c'est celle dont on a parlé avec l'équipe qui l'incarne. Mais il faut bien connaître le marché pour faire quelque chose qui est unique. Donc il y a quand même une connaissance du marché qui est importante. Ensuite, le deuxième, c'est l'accessibilité. En tout cas, nous, dans les bonnes idées qu'on valorise, on n'a pas besoin de l'expliquer. Ça va être simple. C'est-à-dire que le jeu, il n'y a pas de stratégie, mais c'est simple. Tout de suite, je comprends. Et ça permet quoi ? Ça permet d'avoir un concept qui se comprend en marketing. On le comprend en 3 secondes dans une publicité. Et quand j'ai le téléphone entre les mains, on voit aujourd'hui avec TikTok, les réseaux sociaux, on a 3 secondes pour convaincre. Donc, il faut qu'il soit super accessible et super simple. Donc ça, c'est le deuxième pattern des idées qu'on considère comme disruptives. Et le troisième, nous, on appelle ça l'inclusivité. On pourrait mettre le mot universel, c'est le côté de... c'est suffisamment large comme thème. On n'est pas en train d'adresser une niche. En tout cas, ça, c'est dans notre vocation à Madbox. Qu'en fait, il y a tout le monde qui peut y jouer ou tout le monde qui peut se reconnaître dans le jeu. Et ça permet quoi ? C'est un marché adressable qui est super large, en fait. Quand tu dis tout le monde, ça veut dire homme, femme, jeune, vieux. Exactement. Alors après, le jeu ne doit pas forcément viser tout le monde. Mais en revanche, moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est Mario Kart. Même si pour le coup ma mère je la verrais pas jouer à Mario Kart, je la verrais bien regarder dans le salon ses enfants ou ses petits enfants qui jouent à Mario Kart et rigoler. C'est ça qu'on met derrière l'inclusivité, c'est ce côté vraiment universel, super accessible de l'entertainment. Et ça fait quoi ? Ça fait un marché adressable qui est super large, quoi. C'est un peu nos 3 piliers. Et il y en a un 4e que je mettrais, c'est une fois que le jeu, on a la bonne idée, ensuite c'est l'exécution, transformer un succès qui marche en marketing, en monétisation. Comment on va aller rentabiliser le jeu, c'est important. Et là, on en parle de la distribution. Ouais. On avait eu à ce micro un de tes confrères que tu connais bien, je crois, Jean-Baptiste Tironde. Ouais. Et alors, lui, il m'a dit, aujourd'hui, dans le monde du gaming et du gaming sur mobile, il n'y a plus de place. C'est un Eldorado, mais aujourd'hui, tu ne peux pas te lancer si tu n'as pas des millions de ventes, toi. Ouais, alors déjà, salut JB et clairement AMWM, ils sont assez monstrueux pour pousser des apps dans les top stores. Moi, ma vision, je dirais que je suis plus nuancé. Je pense qu'il y a une place à la créativité, à des idées folles qui arrivent à prendre le marché par surprise. Et on en voit quand même souvent dans le top store, que ce soit des jeux ou des apps, des ovnis qui sortent, qui sont faits par des petites équipes super créatives, très inspirées, dans le bon tempo du marché et qui arrivent à avoir la viralité. C'est ultra dur. Et c'est là où je suis nuancé, c'est-à-dire que ça existe. La réalité, c'est que derrière, il y a des géants type Madbox, on a de la puissance de fait en production, de la puissance de fait en marketing, on connaît bien le marché, etc. Où on a un avantage et on a un edge qui est évident dans la capacité à pousser nos jeux au maximum de personnes aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus dur qu'avant. Est-ce que c'est impossible ? Je pense pas. Voilà. Et sur la stratégie de développement de la boîte, si je dis pas de bêtises, Jean-Baptiste, il a aussi décidé de distribuer des jeux qu'ils ne produisent pas. Ouais. C'est aussi la vision que tu as, toi, pour Madbox, du marché. Non, alors à Madbox, nous, on est vraiment des créateurs. C'est-à-dire que nous, on crée tout en interne et on distribue tous nos jeux en interne. Donc la philosophie chez nous, c'est OK, on va essayer de trouver les meilleures idées possibles, en faire les meilleurs jeux possibles, et ensuite les distribuer à des millions de personnes. Mais on n'a pas d'intermédiaire, on veut vraiment maîtriser notre chaîne de valeur pour une seule raison, c'est qu'en fait, à la base, on est des créatifs et on veut notre indépendance créative pour être capable de prendre des décisions qui sont en dehors du marché. Parce qu'en général, quand on a un publisher, il a des idées sur ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Ce qui est très bien, je dis pas, c'est un modèle qui marche très bien, mais de notre côté, on veut être capable d'aller à l'inverse, chercher les trucs que personne n'irait chercher et amener un peu de freshness dans ce marché. Est-ce qu'il y a un sujet de volume? Plus tu as de jeux dans l'App Store, plus c'est facile d'être visible pour les nouveaux. Comment ça marche ce game? En fait, il y a plusieurs stratégies. Plus on a de jeux, plus on est visible. Oui,
Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la majeure partie de la découverte des jeux par des nouveaux joueurs, c'est via du marketing. Donc, on a besoin de pousser énormément voilà, les budgets marketing. Donc, je dirais que la manière de faire connaître son jeu, c'est juste d'avoir un produit exceptionnel que les gens adorent. Et ça veut dire quoi qu'un jeu que les gens adorent, c'est les gens viennent tous les jours pendant des mois, des années. Et le deuxième paramètre, c'est qu'il monétise bien. Parce que si ça monétise bien, c'est-à-dire que les gens adorent le jeu, ils sont prêts à mettre 1 euro, 2 euros par-ci par-là. Mais sur une longue durée de temps, sur un temps long, ça représente pas mal de revenus. Et du coup, tout ça, ça alimente la capacité d'acheter de manière très forte. Et là, c'est là où on a des jeux qui explosent dans les top stores. Pocket Champ, c'est un bon exemple. C'est quand même 50 millions de téléchargements, 5 millions tous les mois. Et en fait, ces 5 millions de joueurs, ils jouent tous les mois. Ils reviennent, ils régénèrent des revenus, etc. Donc en fait, on a des gens qui jouent depuis 2-3 ans. Et il y a des gens, des jeux du top store où il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils y jouent et qui continuent d'investir tous les mois dedans, quoi. C'est assez fou. À part l'achat d'espace, qu'est-ce qui peut marcher pour pousser ces jeux ? La communauté. En fait, on va retrouver les codes de la viralité des réseaux sociaux, soit sur le thème, d'un coup ça devient viral, le truc explose, parce que le concept est super rigolo. Ça, c'est une première possibilité. En général, c'est bien, mais ça dure pas longtemps. Court terme. C'est un pic. Et après, ce que font les meilleurs du monde, c'est des expériences multijoueurs où en fait, je peux jouer avec mes amis. Donc, je télécharge l'application, j'invite 10 de mes amis. Et le meilleur exemple, c'est Among Us pendant le Covid. C'est un exemple très isolé, mais c'est un jeu fait par un petit studio. Among Us. Jeu hyper innovant, hyper social. Je le télécharge, j'ai envie de jouer avec mes amis. Et là, d'un coup, ça fait des centaines de millions de téléchargements dans le monde. Parce que, en fait, d'un coup, c'est juste marrant de jouer ensemble. Et voilà, donc ça, c'est le deuxième viral, mais c'est la viralité, c'est très dur à créer. Et vous travaillez justement sur des jeux où on va pouvoir jouer avec ses proches ? Ouais, c'est un des gros piliers qu'on a chez Madbox. On n'a pas un gros titre, on va dire, qui est 100% social. En revanche, typiquement dans Pocket Champs, en ce moment, on investit énormément dans ce qu'on va appeler des événements sociaux où je peux aller jouer avec mes amis l'espace d'un week-end pour aller collecter telle ou telle ressource ou faire telle ou telle compétition. Encore une fois, c'est un jeu de course, donc c'est souvent tel ou tel tournoi. Et ça, on voit quand même que ça a des bonnes métriques en termes d'engagement et de viralité. J'ai promis aux auditeurs, aux spectateurs, qu'ils soient sur les plateformes podcast ou sur YouTube, tu donnerais quelques éléments clés de la psychologie humaine qui font qu'aujourd'hui on reste sur un jeu, parfois qu'on sort sa carte bleue aussi, parce qu'en fait c'est a priori suffisamment universel pour être applicable à d'autres business. Ouais, 100%. En fait, déjà, tous nos comportements humains sont gérés par de la psychologie, voilà, et on le retrouve dans les apps, dans la vie réelle et dans les jeux, c'est la même chose. Aujourd'hui, en fait, nous, les patterns qu'on voit, c'est plutôt des typologies de joueurs. Par rapport en engagement, on parlait de compétition avec la question de François, il y a des gens qui sont ultra compétitifs. Donc, en fait, ils vont ultra engagés dès qu'on va mettre des challenges, des leaderboards, etc. On va avoir des gens qui sont beaucoup plus collectionnistes. Donc à se comparer avec les autres joueurs du même jeu. Exactement, on va avoir la comparaison. Et on retrouve ça d'ailleurs dans Duolingo, aussi dans le parallèle app où il y a des leaderboards et en fait, on va aller optimiser. Regardez, j'apprends mieux mes langues que quelqu'un d'autre. Dans Pocket, ça va être, regardez, je suis un meilleur coach que... Ce qui est bien avec Duolingo, c'est que personne vient tester ton italien pour voir vraiment où t'en es. Ouais, ils vont juste regarder, ça fait combien de jours que tu es et pas si tu as appris la nouvelle langue, mais voilà, ça, en tout cas, ça engage. Après, il y a les gens qui vont plus être dans la collectionnite, qui vont être... ils vont essayer de tout collectionner dans le jeu, tout maîtriser. Donc là, ça va être, dans notre jeu, typiquement dans Pocket Champs, ça va être toutes les formes du Champs, parce qu'il peut changer de forme. Voilà, il y a des gens qui courent après ça et qui vont essayer d'avoir les 100 formes. Et à chaque fois, nous, on remet du contenu là-dessus. Ça, c'est un autre profil de joueur. Ensuite, on va avoir les joueurs qui sont... Et du coup, ceux-là, tu les gardes simplement en rajoutant des nouveaux... Du contenu, s'assurer qu'il y a plein d'endroits où ils peuvent aller collecter des choses, donc pas mal de rewards. Et donc, les inciter à rester le plus longtemps possible dans l'app pour aller les chercher. Exactement. Et donc là, ça va aller travailler sur de l'engagement, sur le fait de revenir, sur de la monétisation. Donc, tous ces piliers, ça joue. Donc, les compétiteurs, les collectionneurs. Et après, on a ce que j'appelle, alors c'est pas le bon terme, peut-être que mon équipe me taperait dessus si je disais ça, mais ce que je vais appeler les profils plus qui font routinier, c'est-à-dire qui viennent et ils ont une séquence, quoi. Ok, aujourd'hui je fais ça et c'est 5 minutes pour je vais compléter toutes mes petites missions, etc. Qui va un peu avec la partie collection, mais plus dans la partie cocher des cases, to-do list. Et en fait, là, je vais aller faire mon petit rythme dans l'app. On retrouve ça dans les apps, on retrouve ça dans les jeux.
Ce que j'arrive pas à trouver là-dedans, c'est le profil qui fait que c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Comment il s'appelle ce truc de cookie? Cookie Clicker. Cookie Clicker. Donc pour ceux qui découvrent, c'est un site, c'est en ligne. T'as juste un cookie, il faut cliquer dessus et ça te donne des points et ça te dit le nombre de fois où t'as cliqué sur un cookie. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'au bout de 10 fois, on pense avoir fait le tour. Et pourtant, certains peuvent passer mais des heures et des heures et des heures. Bah en fait, là, on va retrouver typiquement les profils plus optimizer, donc ceux qui veulent faire des to-do list. Bah, en fait, c'est des jeux en fait qui vont aller travailler sur ce côté d'optimisation, parce qu'en fait, on tape sur le cookie, mais si on avance, à la fin, on peut acheter des mains qui cliquent sur le cookie. Et en fait, à la fin, c'est tout un système pour aller optimiser le clic sur le cookie, qui sert à rien, mais en tout cas qui amuse les gens sur le côté. Et après, je pense qu'il y a... donc ça, c'est une première partie, c'est qu'on va avoir des profils de joueurs. Et ça, il y a des gens qui adorent. En fait, c'est des maths. Je vais essayer d'aller chercher le plus gros chiffre. Donc, c'est soit de la compétition, soit de la collection. Et après, il y a aussi l'âge qui rentre en compte quand même, qui joue énormément. Je suis un jeune garçon, une jeune fille, j'ai pas mal de temps, je m'ennuie. Tiens, je vais aller optimiser ce truc-là. Et donc, je vais entrer. Après, il y a ceux qui veulent jouer avec leurs amis. Donc là, je joue pour être avec mes amis. Et là, on va retrouver du Roblox, Fortnite et tous ces jeux-là pour me sociabiliser. Ou, typiquement, je parlais de Pocket, des événements sociaux. Là, c'est ça. J'ai 2 heures aujourd'hui. Je vais faire ça avec mes amis. Donc, c'est une autre raison de jouer. Et après, il y a le côté moment dans la journée. Et ça, peut-être qu'il y a un exemple qui peut être intéressant. Mais c'est que moi, j'aime bien voir Pocket Champs comme un companion app. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme on joue pas et qu'on regarde les courses, c'est-à-dire qu'on fait la stratégie et quand on lance la course, ça se passe tout seul. Donc, c'est typiquement un jeu où on peut, on va dire, multitasker. C'est-à-dire qu'on va faire plusieurs tâches en même temps. C'est-à-dire qu'on peut regarder la télé et jouer à Pocket Champs sans même faire vraiment attention à ce qu'on fait. Et en fait, je vais pouvoir faire 2 choses à la fois. Et ça, on voit quand même que c'est une trend qui se développe énormément dans les nouvelles générations, mais aussi... moi, voilà, je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux, mais voilà, les versions longues du Seigneur des Anneaux, c'est fini pour moi, quoi. C'est trop long. J'arrive plus à me mettre 4 heures dans la télé. J'étais trop habitué à de l'entertainment en 15 secondes. En snack, ouais. En snack, etc. Donc, il y a de temps en temps des formats longs sur lesquels... D'ailleurs, la plus personne t'écoute, c'est trop long. C'est fini. Je suis encore là. Je suis encore là. Non, mais nous, on croit vraiment qu'on peut faire du format long pour ceux qui veulent aller loin, profond. Exactement. Et après, évidemment, du contenu court pour snapper les joueurs. Et en fait, on est aujourd'hui dans cette dualité. Donc ça joue psychologiquement en fonction du contenu de à quel moment de la journée je rentre et dans quel moment de vie je m'inscris. Est-ce que je suis dans un moment de train? Est-ce que je suis dans un moment avant le coucher? Est-ce que c'est un moment social avec mes enfants ou avec mes amis? Et donc ça, je pense que c'est des trucs qu'on regarde vraiment sérieusement. Est-ce que tu regardes aussi très sérieusement, toujours dans l'univers du jeu, mais hors ligne, hors mobile, où c'est d'autres codes, mais des succès, typiquement, moi comme ça, je pense instinctivement à Catan, petit jeu de stratégie, mais en fait n'importe qui rentre très facilement, mais en fait c'est addictif, ou là l'essor du loup-garou de Tierce-Lieu, ou alors certes il y a eu la série qui a reboosté, mais en fait, c'est fabuleux ces succès. Et en fait, on revient au même code. En fait, un bon jeu de société, c'est un jeu où j'ai pas besoin d'expliquer les règles. Ou alors, le temps du jeu n'est pas l'explication des règles. Typiquement une soirée en amis où on dit ouais, je vais te présenter le jeu et ça dure 1 heure de présentation, c'est terrible. Et c'est là où la force des nouveaux jeux de société qui commencent à arriver sur le marché, c'est en 2 secondes, je comprends la mécanique, c'est super simple, c'est rigolo. Et après, voilà, le jeu de société, c'est souvent un moment social entre amis. Donc, l'interaction, typiquement, le loup-garou, c'est le meilleur exemple. À part qu'on s'engueule. Alors, ça peut être vrai dans les jeux vidéo, ça fait partie de... Mais voilà, il y a vraiment ce truc de... ça, c'est des trucs qu'on regarde. Ok, à quel moment on rentre, quelle typologie de jeu. Mais à chaque fois, quand même, le pattern, c'est nouveau, on l'a jamais fait. Et c'est super accessible et ça va être marrant, on va se marrer entre amis, quoi. Je propose rapidement... de refaire un peu le chemin de l'aventure Madbox. Le premier jeu qui a cartonné, je veux bien que tu fermes presque les yeux et que tu me partages ce moment où tu comprends que ça cartonne. Ouais, on est en 2018, on vient tout juste de lever des fonds. Et 1 mois après la levée de fonds, on a... deux membres de l'équipe qui se mettent ensemble. Déjà, ils ont une idée, ils y croient à fond. Donc déjà, on se dit, c'est cool, là, ça part bien. Déjà, on se dit, ça part bien, juste dans la vibe de l'équipe, de la croyance. Et là, on lance le jeu, et on a 2 indicateurs à ce moment-là qu'on regarde. Non, c'est un peu plus complexe, mais on regarde le CPI, donc le coût par install, donc la marketabilité, et le deuxième, c'est la rétention. Donc, combien de jours consécutifs les gens jouent. Et là, on voit les data arriver, on se dit,
waouh, ok, ça on n'a jamais vu. Qu'au départ, sur 100 joueurs. Sur 100 joueurs, combien il en reste? Voilà. Et souvent, on va dire que au-dessus de 50 joueurs, 50% de rétention sur la première journée, c'est vraiment super. Et on retient. Et là, on voit les datas. On est au-dessus de ce seuil-là. On a un coût par install qui est super bas. Et ça, pourquoi? Et ça, on n'est pas capable de l'expliquer. À part le côté de voilà, les joueurs, ça a catch, la pub voilà, les a marqués. Et là, c'est comme sur YouTube où c'est la miniature qui fait. Exactement, là c'est la publicité qui a popé sur soit un autre jeu, soit sur les réseaux sociaux. Et là on se dit, ok, c'est canon. Et là on se dit, c'est parti, quoi, on va y aller. Et en fait, on commence à aller développer un peu plus le jeu, mais très rapidement, et on le lance sur les réseaux. Et là on voit comment ça dépense. Et on se dit, ok, c'est parti, quoi. Là on est parti pour faire notre premier million de chiffre d'affaires assez rapidement. Ce lancement, il est en quelle année? 2018. 2018, on est en 2025. C'est quoi les chiffres aujourd'hui de ce jeu pour se projeter, tu vois, sur la durée de vie d'un jeu? Bah, celui-là, c'était vraiment ce que j'appelle un petit jeu. Donc, il a vécu, je dirais, 2 ans. Aujourd'hui, c'est un jeu qui tourne quasi plus. Il y a très, très peu de joueurs. Mais en termes de chiffres, je crois que ça fait 15 millions d'installs, quelque chose comme ça, et plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires rentable. Donc, pour se lancer, c'était assez dingue. Mais pourquoi je me permets, hein, Ouais. mais si le fonctionnement du jeu fait que tu avais de la rétention, alors le coût est peut-être évolué, mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas si aujourd'hui tu veux le relancer, le repousser? Il y a en fait, il y a plein de paramètres. Mais le premier paramètre, ça va être que déjà, il y a de la saturation. Donc, quand on a un premier coût par install qui marche bien et qu'on pousse à des millions de joueurs, en fait, on va très vite saturer l'audience parce qu'il y a des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes qui ont vu ce jeu-là. Ceux qui voulaient le télécharger, l'ont téléchargé, et ceux qui ne le voulaient pas, ne l'ont pas. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'était sur la partie rétention. C'était typiquement un jeu qui avait une très bonne rétention sur les premières journées. Mais après une semaine, je ne veux pas dire qu'il n'y avait plus personne, mais quasiment. Et en fait, c'était le deuxième paramètre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé de modèle en 2021 en se disant on va chercher des jeux plus gros. On va aller chercher des jeux qui retiennent sur 30 jours, sur une année, etc. Parce que là, on va avoir des business qui sont beaucoup plus stables et pas juste un spike de on lance, on récupère toute l'audience potentielle, c'est génial, et boum, il n'y a plus rien derrière, quoi. Ce qui était la vague hyper casual qu'on a eue et qu'on a nous exploité pour apprendre en lançant plein de jeux super rapidement. Mais en revanche, il n'y avait pas de succès commerciaux qui restaient dans le temps. Voilà. Donc c'est vraiment ça les variables. Et en fait, les jeux légendaires, c'est ceux qui arrivent à avoir ces deux premiers paramètres qui sont géniaux, c'est-à-dire une marketabilité qui est super bonne, une très bonne rétention au début, mais en plus de ça, à les retenir sur le très 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 long terme. Et votre meilleur exemple, tu l'as donné, c'est Pocket Champs. Ouais. Et combien de temps les gens restent? Là, pour le coup, ça va dépendre des pays, des typologies de joueurs, etc. Mais on va avoir, si on agrège plus de 10% des gens qui restent après 30 jours. Donc là, on voit déjà qu'on a une tail en fait, qui reste et qui se tient dans le temps. Et après 60 jours, ça bouge plus. Et là, en fait, on commence à avoir... Et là, tu sais que tu vas pouvoir monétiser tant chaque mois. Exactement. Et puis, en termes de... Nous, on est des créateurs. Donc, en fait, quand on se dit, il y a des gens qui sont en train d'investir plusieurs mois de leur vie... alors quand je dis de leur vie, c'est 30 minutes par jour, hein, oui, mais en cumulé, ça peut... Ça compte, et en fait, on se dit, en fait, super, on a créé quelque chose qui soit fait du bien aux gens parce que ça leur donne le sourire plusieurs fois par jour, on a réussi à créer une boucle où les gens se sentent bien, parce que tu restes pas dans un jeu si t'es pas bien et que ça te procure pas du plaisir. Est-ce que tu peux me pitcher les 3 plus gros jeux mondiaux? Ouais, le plus gros récemment, c'est Monopoly Go. Qui a été lancé par Scopely, et en fait c'est un espèce de board game casino où en fait on lance des dés et on tourne avec ses amis autour d'un board et on essaye d'être le meilleur. Là vraiment c'est sur du leaderboard et c'est 4 milliards de revenus sur... Leaderboard classement des meilleurs joueurs. Classement des meilleurs joueurs mondiaux. Et c'est des jeux de casino. Celui-là, on va dire qu'il est... entre du casino et du board games, vraiment en termes de volume. Puis c'est la marque là quand même qui doit beaucoup aider, Monopoly. Exactement, la marque aide beaucoup et le jeu est vraiment très bien réalisé. Okay. C'est vraiment un très bon jeu et du coup il a explosé au niveau mondial. C'est des milliards de revenus sur la première année, donc c'est assez fou. Avec des budgets marketing par contre qui vont en conséquence, il n'y a pas de secret. Le deuxième, il y a Brawl Stars, qui pour le coup est un jeu qui a plus de 5 ans, qui était en décroissance totale. Et en fait, ils ont réussi à l'améliorer en fait, dans l'économie, dans le gameplay. Et là, c'est un jeu multijoueur. On peut jouer de 3 à 5 sur mobile. Avec ses amis, c'est un jeu de combat. Et voilà, aujourd'hui, c'est un jeu qui fait plusieurs milliards par an.
Et là, par contre, c'est vraiment du full social. C'est tous les ados du monde jouent à ça en ce moment. Ok. Et le troisième, je vais essayer d'en prendre un différent parce qu'après, ils sont tous un peu. Il y a toujours Candy Crush qui est là, hein, mais voilà, je pense qu'il est suffisamment bien connu pour que. Voilà, je dirais qu'il y a une boîte assez impressionnante chinoise qui s'appelle Century Games qui a lancé un jeu qui s'appelle Whiteout Survival. Et là, l'idée, c'est de créer sa base et d'attaquer d'autres joueurs et de se protéger. Et ça, pareil, c'est un jeu qui a complètement explosé. Et c'est un lancement assez récent. Donc ça montre qu'il y a quand même des boîtes dans le mobile qui arrivent encore aujourd'hui à aller chercher des top stores. Et là, c'est toi qui es compétitif, un objectif à 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans d'avoir le top store. L'objectif, il est chacun des jeux qu'on fait, on se dit qu'il pourrait être là. Donc déjà Pocket Champs, notre objectif c'est qu'il soit dans cette ligue-là et on investit beaucoup de temps, de ressources, de créativité et d'amour aussi pour l'amener là. Et après chaque jeu qu'on lance, on espère qu'il soit là. Après, il y a une combinaison de facteurs qu'on maîtrise pas. Et voilà, en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que mon côté compétitif est ces jeux-là, notamment, je parlais de Brawl Stars. Chaque fois que je prends le métro, je vois quelqu'un qui y joue. Donc ça me trigger. Donc j'ai envie qu'on soit capable d'aller chercher des jeux avec autant de reach, quoi. Je t'embête un peu. Avec plaisir. J'ai téléchargé un de vos jeux d'espion, donc la thématique m'intéressait, puis d'actualité. Hein. Et en fait, je démarre. Premier plateau, premier niveau. J'y arrive. C'était relativement simple, effectivement. Et là, pub. Je mets 15 secondes à pas trouver comment sortir de cette pub. Ça m'énerve. Je trouve. Je me reprends une pub. Et là, je me questionne comment on arrive à créer une expérience client si en fait, au bout de 30 secondes après l'install, je me prends déjà 2 pubs. Ça m'a pris 30 secondes. J'ai passé plus de temps sur la pub qu'à jouer en fait à votre jeu et à comprendre la promesse en fait du produit. Ouais, déjà c'est clairement une des difficultés de l'expérience client qu'on a. Alors la première, c'est déjà dans ce jeu, c'est Mr. Spy, qui est un de nos premiers jeux. Donc là, on est vraiment sur des jeux 2019-2020. Donc c'était ces petits jeux monétisés à la pub. Et donc là, le challenge, c'était comment on fait pour rentabiliser le jeu. Et en fait, comme on avait des rétentions qui étaient à une semaine, il fallait quand même qu'on bombarde de au pub début pour pouvoir monétiser et avoir un modèle économique qui tient. Parce qu'en fait, on va dire n'importe quoi, mais on achetait les joueurs 1 € pour qu'ils viennent. Quand je dis acheter les joueurs, c'est on faisait du marketing pour qu'ils viennent, etc. Et derrière, faut générer ces 1 € de revenus publicitaires en 7. Combien ça t'a rapporté les 2 pubs de 30 secondes que j'ai vues, enfin à peu près? Franchement, quelques centimes, 1 centime, 2 centimes, en fonction de... Donc il en faut du... Il en faut du volume. Et donc ça, c'est la difficulté de ce modèle-là. Et la deuxième difficulté, c'est les partenaires publicitaires avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que ça, on travaille avec des régies publicitaires, Google, Facebook, Applovin ou autres, qui sont des gros players sur le marché qui... Addictive ou pas? Addictive, pour le coup, je sais que tu qu'on a reçu dans le podcast. Ouais. Addictive, eux, ils vont plus être sur le retargeting marketing, mais oui, on bosse avec. L'élément clé sur ces régies publicitaires, c'est qu'en fait, ils changent leur format pour eux aussi être compétitifs. Et donc, la deuxième pub que tu as eue, en fait, c'était pas une deuxième pub, c'est quand tu fermes la pub, c'est un rappel de la pub, c'est comme ça qu'ils appellent ça, pour maximiser le taux de clic. Et comme ça, ils sont meilleurs que Google, qui sont meilleurs que Facebook, etc. Et c'est la guerre entre eux pour aussi maximiser. Donc, eux, ils t'ont dit on te prend un espace pub. Et ils t'envoient. Et ils t'en mettent 2. Exactement. Après, toi, tu peux choisir de dire non, je bloque ça, etc. Et tu as quand même un peu de contrôle. Mais la réalité, c'est que si tu fais ça, tu n'as plus de rendement. Et donc, c'est un peu la balance. Et donc là, il y a 2 sujets pour nous, en tout cas créateurs de jeux vidéo. C'est que nous, on veut créer la meilleure expérience possible. On veut quand même être rentable, on veut être dans un modèle de croissance. Et donc, la philosophie qu'on a, et c'est pour ça qu'on a bougé aussi, si tu joues à Pocket, tu verras sur Pocket Champs, tu n'as pas du tout le même volume publicitaire. Mais pas du tout, c'est beaucoup plus long, c'est toutes les 1, 2, 3 minutes, je crois. Et si tu payes moins d'1 €, tu n'as plus de pub jamais. C'est-à-dire que c'est complètement supprimé. J'ai été rentabilisé. Exactement. Et entre guillemets, c'est même notre philosophie de dire, OK, on veut créer des meilleures expériences pour les joueurs, donc on améliore la qualité de nos jeux, déjà techniquement, et on améliore aussi l'expérience publicitaire. Mais pour faire ça, il faut être sûr que derrière, tu as un bon modèle
de monétisation, de microtransactions ou équivalent, Ouais. pour être sûr que tu puisses quand même vivre et grandir dans cet écosystème qui est ultra compétitif. Donc, pour projeter un peu sur ce qui coûte, il y a l'acquisition, effectivement, Ouais. et je crois que c'est de plus en plus cher, Ouais. si je dis pas de Ouais. bêtises. Et puis après, il y a la création, mais ça va être étalé sur la durée. Mais la stabilisation de l'utilisation du jeu, je sais pas s'il y a besoin de serveurs. Enfin bref, ça coûte combien par utilisateur de créer un jeu comme vous le faites? C'est encore une fois ultra dur de répondre parce que c'est vraiment variable en fonction des jeux. Le plus gros coût, le plus gros poste, c'est l'acquisition. Ça, pour le coup, Ok. et c'est saturé, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. C'est quoi? C'est 90% du... Non, aujourd'hui, ça dépend, encore une fois, ça dépend des Ouais. jeux et du modèle de marge qu'on veut. Il y a des gens qui vont même être pas rentables sur la première année pour avoir du volume, pour s'assurer. C'est pas du tout notre modèle. Nous, on essaie de retrouver notre argent très rapidement pour essayer d'aller chercher de la marge parce qu'on a une culture de la profitabilité qui est importante chez nous parce qu'encore une fois, on veut de l'indépendance. C'est pour ça que François pose des questions sympas. Exactement. Exactement, parce que le modèle est rentable. Donc, mais voilà, c'est vraiment cette philosophie-là. Sur l'acquisition. Ensuite, on va avoir le coût de développement qui est non négligeable. Parce qu'on parle quand même de 20-30 personnes sur certains jeux qui peuvent bosser dessus pendant des années. Donc, ça représente des fois des millions d'investissements. Même sur des petits jeux type Pocket Champs. En fait, c'est beaucoup plus technique que ça n'en a l'air. Donc, c'est des gros investissements. Et après, la dernière poche, ça va être les coûts de serveur. Et là, ça varie vachement selon les jeux. Par exemple, un jeu, je parlais tout à l'heure de Brawl Stars. Là, les coûts de serveur sont énormes parce que c'est du temps réel, etc. Donc, c'est des coûts qui sont très lourds. Dans un jeu comme Pocket Champs, c'est négligeable. On parle de mobile. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est partout dans les poches. Mais est-ce que c'est envisageable et encore potentiellement intéressant d'aller sur du PC, de la console, qui sait demain dans du métavers? Oui, en fait, en tout cas, la philosophie qu'on a chez Madbox avec Jean-Nicolas, Jonathan et moi et le reste de l'équipe, c'est les gens vont toujours jouer. Et il y a plein de plateformes qui offrent du divertissement différent. Et encore une fois, il faut des jeux qui sont uniques. Et en fait, si on amène quelque chose de nouveau, les gens y joueront. Si c'est de bonne qualité Ils resteront. et au bon prix, ils resteront. Exactement. C'est un peu comme, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de lancer un bon film d'action ? Bah, il y en a 1 milliard sur Netflix, il y en a 1 milliard sur Amazon Prime. Bah, en fait, si on fait un contenu de meilleure qualité, original, bien senti, bah, on aura le succès. Et que tu utilises plus Yann Nielsen parce que maintenant on sait que c'est devenu un peu moins bien. C'est moins unique, voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu peux partager de ton monde à des non-entrepreneurs du monde du jeu, mais qui peut être applicable dans nos business à nous? Moi, je dirais que le principal learning que j'aimerais partager, en tout cas si je devais partager à mes pires entrepreneurs, c'est déjà courage et enjoyer profiter de l'aventure. C'est le leaderboard, c'est le bonheur. Hein, voilà, le classement, c'est le bonheur. Mais d'un point de vue plus terre-à-terre entrepreneur, le principal, c'est les équipes, c'est la clé. En fait, créer une culture qui engage les équipes, qui leur permet de s'exprimer et de partager leur plein potentiel, c'est ça qui fera la différence entre un business qui explose et un business qui stagne ou qui croît plus lentement, etc. Donc soyez extrêmement faire avec vos équipes, donnez-leur on va dire le droit à l'erreur et leur donner la capacité de s'exprimer. Pensez pas que vos idées sont toujours meilleures même si vous avez une vision. Et par contre, soyez aussi dur sur la performance. C'est en fait la contrepartie, c'est ça. Il faut être exceptionnel avec ses équipes. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire chez Madbox tous les jours. En revanche, on est très dur sur la performance parce que c'est en fait pour qu'il y ait un climat de confiance, on peut donner les clés entre guillemets de la boîte aux équipes. Il faut s'assurer que les gens soient au niveau, super responsables, super engagés, etc. Donc en gros, il faut être dur pour s'assurer qu'on ait les bonnes personnes. Mais une fois qu'on a les bonnes personnes, il faut leur faire confiance. Il y a une question que je pose parfois, c'est la décision courageuse. C'est Peter Drucker qui évoquait ça, je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais qui disait chaque fois que tu vois une entreprise qui réussit, dis-toi que c'est parce qu'à un moment, quelqu'un a pris une décision courageuse. C'est quoi la décision courageuse qui a été prise un jour chez Madbox? J'en dirais qu'il y en a des tonnes. Franchement, c'est hyper dur de dire s'il y en a une... Celle en tout cas où
t'as sacrément réfléchi, t'as peut-être échangé, t'as peut-être pas été d'accord aussi avec tes associés pour arriver à une discussion et un choix final. Il y en a plein, mais je dirais que s'il y en avait une en particulier, je dirais que je vais en donner deux. Je vais en donner deux parce qu'il y en a deux qui, je pense, qui sont vraiment critiques dans l'histoire de la boîte et qui sont quand même assez particulières à Madbox. 2020, donc on vient de lever 15 millions d'euros. La boîte est en croissance, on est rentable, ça se passe hyper bien, les équipes, on est à fond. En revanche, on fait des produits qui ne sont pas alignés avec notre vision. Et pourquoi ils ne sont pas alignés avec notre vision ? C'est qu'on veut faire jouer la planète, mais ils jouent une semaine. Donc en fait, la chance que je vois quelqu'un qui joue un de nos jeux dans le métro est très faible parce qu'il joue 7 jours. Et Jean-Nicolas et Jonathan qui, eux, voulaient, comme moi, créer des marques aussi qui s'inscrivent dans le temps. C'est pas juste créer des jeux éphémères. On se rend compte qu'en fait, on crée des choses mais qui ne correspondent pas à ce qu'on veut faire. Et pourtant, on est en croissance, on est rentable, on fait x2 chaque année. N'importe qui aurait pu être content, on a des offres de rachat. Et là, on dit, on arrête tout. En 2020, on arrête tout. 100% de nos lignes de création, ce qu'on appelait d'hyper casual à l'époque, donc des petites expériences, des petits jeux, on stoppe tout et on dit on va chercher du casual, donc des plus gros jeux, monétiser cette fois-ci moins la publicité, plus grosse qualité, plus grosse prise de risque. Et du jour au lendemain, ça s'est pas fait en une journée, bien sûr, mais en quelques mois, on pivote 100% de la boîte sur un nouveau business. 2021, première année et seule année où on n'est pas rentable avec Madbox. Voilà. Et on parle de millions d'euros de pertes parce qu'on investit pour aller chercher la croissance. Et dès 2022, ça repart et là, on est de nouveau rentable, de nouveau en croissance avec des chiffres qu'on n'avait jamais fait avant. En 2020, ça frotte pas, soit en interne, soit avec aussi le board, de dire bon les gars, on vient d'injecter, alors c'était pas 15 millions, mais c'était 12 millions je crois. On vient d'injecter 12 millions dans la boîte. On croit beaucoup en vous. Mais en même temps, et c'était un peu le pendant que tu partageais avec tes collaborateurs, c'est on vous fait confiance, mais les résultats doivent être là. Exactement. En fait, on revient à la confiance. Et en fait, ce qu'a fait Alven et François et ce qu'on a fait en tant que cofondateur avec nos équipes, c'est on s'est fait confiance. On a dit, OK, on saute dans le vide et on va y aller ensemble et ça va bien se passer. On va rater. On passe notre vie à rater, mais on va apprendre vite. Et on va, entre guillemets, rater vite pour apprendre vite, pour être capable d'itérer si jamais ça se passe pas bien. Donc, entre guillemets... Et puis, tu t'es pris les moyens de pouvoir planter en Exactement. partie, en tout cas pour un temps. Voilà. Et après, en revanche, par contre, c'est une année de transformation en 2021, parce que c'est pas les mêmes équipes pour faire cette typologie de jeu, c'est pas les mêmes process. Donc, ouais, ça frotte en interne. Ouais, c'est dur parce que... Tu recrutes des nouveaux talents, tu te sépares de certains. Exactement. C'est sûrement l'année où on a eu le plus de départs, et des départs souvent initiés par Madbox, parce que y avait des gens qui étaient exceptionnels pour faire des jeux à une personne, à deux personnes, mais dès qu'il faut faire des équipes de 5, 10 personnes sur des jeux... C'est pas le même process de travail. Exactement. Donc, je dirais que ça, c'est la première décision ultra courageuse et à contre-temps, parce qu'en fait, tu as un business rentable, personne n'arrêterait son activité. Et nous, on l'a fait et c'était normal. Voilà. Et la deuxième décision, qui est peut-être plus personnelle, c'est en 2022, on est 3 cofondateurs et on décide de se séparer. Alors, se séparer, en fait, on appelle ça maintenant la MAMA, la Madbox Mafia. Et donc, Jean-Nicolas montre une nouvelle structure avec un Madboxer qui s'appelle Pierre Armand. Il monte une boîte qui est incroyable, qui s'appelle Opus Major, qui est actuellement en développement pour faire un MMO, PC et console. Tu dis trop de mots que je comprends. Pardon. MMO... Massively Multiplayer Online, en gros c'est un jeu typiquement ultra social où je peux jouer avec mes amis dessus, sur PC, console et mobile demain. Donc entre guillemets, le typologie de jeu qu'on fait pas chez Madbox, c'est-à-dire des jeux qui prennent beaucoup de temps de développement, qui sont sur du très premium en termes de qualité et de production, sur lequel on n'a pas forcément les équipes ou même la culture pour avoir ça. Et on voulait le faire en interne dans un moment de transformation chez Madbox. Et en fait, pour protéger la culture de la boîte, on a décidé de faire une boîte à côté. Alors ça, c'est hyper courageux parce qu'avec Jean-Nicolas, on ne voulait pas arrêter de bosser ensemble, quoi. On fait une boîte à côté dans laquelle, en fait, il y a toujours tous les cofondateurs de Madbox. Même pas, c'est une autre structure. C'est vraiment un redépart. C'est-à-dire qu'il y a quand même... une vraie séparation. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus copains ou... Exactement, c'est une vraie séparation. C'est-à-dire qu'on est encore investi plus ou moins en fonction des boîtes. Moi, je suis dedans, je suis advisor avec cette boîte. Okay. Il y a Alven qui a pu participer aussi un petit peu. Mais au global, en fait, en tout cas dans les discussions, au global, en fait, c'est vraiment une séparation pour protéger Madbox et permettre à Madbox d'avoir un seul et unique focus. Et donc là, encore une fois, c'est une décision de people hyper courageuse. Et là, je remercierai jamais autant Jean-Nicolas d'avoir réussi à ce qu'on ait créé cette relation de confiance
où en fait on parle pas de business, on parle d'humain à humain, et comment on fait pour que nos équipes soient protégées et nos visions soient protégées pour créer des jeux exceptionnels aux gens. Ouais, et ça, c'était courageux parce qu'il n'y avait rien qui, sur le papier, rationnellement, disait que c'était une bonne décision. Et aujourd'hui, ça se passe très Oui, bien. je pense que beaucoup se seraient dit on a les moyens de faire une petite unit qui ne se concentre que sur ce jeu. Exactement. Mais Ou alors une séparation dure de dire non, je me casse. Je me casse. Et en fait, non, là, ça s'est bien passé. Et ça, c'était courageux. Et je suis hyper fier d'être capable d'avoir des discussions comme ça avec mes associés. Il y en a des boîtes qui se plantent à cause de divergences d'associés. Ouais, plein. Je te propose, je vois le temps qui file, de passer à quelques rubriques incontournables de 40 nuances de Next. Et je prends d'abord celle-là. Parce que c'est notre projet! Mon cher Maxime, je te nomme officiellement président de ce studio pour au moins les 3 minutes qui vont suivre. Que fais-tu de notre pays ? Déjà, le premier focus, ça serait pour moi l'éducation. C'est de se dire, en fait, on donne les clés à tout un chacun de développer les compétences qui sont les bonnes pour lui ou pour elle, pour comprendre le monde dans lequel on est, pour comprendre l'écosystème en France, international, mais aussi de la vie de tous les jours, comprendre les basiques, et surtout être capable d'avoir un esprit critique et du coup de prendre des décisions à proprement parler, encore plus dans un moment où l'IA se développe, où on a toutes ces transformations technologiques. Voilà, je pense que l'éducation, on ne doit pas l'oublier. Donc ça serait un truc, entre guillemets... C'est mettre plus de moyens dans l'éducation ou changer radicalement les process d'apprentissage, la manière de travailler, les sujets sur lesquels on travaille? Je pense qu'il faut la moderniser. Si je veux dire, moi j'embrasserais quand même pas mal la technologie aujourd'hui sur ces sujets-là pour dire on a besoin aujourd'hui de donner le meilleur apprentissage possible. Quels sont les outils qu'on a en dehors du système traditionnel pour faire grandir nos enfants et les étudiants de demain. Et je pense que pourquoi la technologie elle est intéressante, c'est qu'en fait elle est accessible et potentiellement gratuite si c'était via le gouvernement à tous. Et du coup ça aussi permet de réduire les inégalités parce que du coup tout le monde aurait accès à peu près au même apprentissage dans un moment clé dans son apprentissage. C'est-à-dire que par exemple, si on a des outils, on peut apprendre le soir, on peut apprendre un peu en différé, et en fonction des typologies d'étudiants, ça donnerait, je pense, des clés qui seraient intéressantes. Tu parles de techno, il y a un sujet, je pense que incontournable dans tous les domaines, mais aussi évidemment dans celui du gaming, c'est l'IA. Ouais. Je vais pas te demander uniquement comment tu utilises aujourd'hui l'IA pour aller plus vite, mais comment ça impacte radicalement le processus de création, puis le jeu en tant que tel. Ouais, alors déjà l'IA c'est une très grosse transformation et on l'apprend en tant que tel chez Madbox et je l'apprends en tant que tel en tant que fondateur et des responsabilités qui vont avec pour mettre Madbox dans une zone de compétitivité et donc s'assurer qu'on soit... on est une boîte de tech avant d'être une boîte de jeux et donc il faut qu'on ait les meilleurs tech au monde pour le faire. L'IA nous permet de nous accélérer, c'est un outil qu'il faut qu'on mette en place. Dans la création pure et dure, c'est là où ça a un peu commencé, dans le sens où les premières IA ont été sur de la génération d'images et tous ces éléments-là. Mais, il y a un mais, c'est pas parfait. Mais c'est pas parfait. Il y a 2 problèmes en gros aujourd'hui, 2 limites que l'IA n'arrive pas encore à passer, mais on ne sait pas pour combien de temps ça va arriver. On voit que ça évolue très vite. La première, ça va être vraiment sur la partie consistance de l'image. C'est-à-dire que quand on fait un jeu, on a une direction artistique, comme quand on fait un produit. Et en fait, entre 2 assets générés par l'IA... Exemple, j'ai une fraise. Voilà, j'ai une fraise, je la génère dans un style cartoon, super mignon, avec des gros yeux. Et en fait, je voudrais avoir toute la panoplie des fruits exactement dans ce style-là. Et je demande, je pense à la banane. Et en fait, du coup, il va me la générer, mais en mode réaliste. Alors, c'est que Jazzer, elles sont meilleures que ça, mais en tout cas, ça va être un cartoon, mais potentiellement pas le même traitement, pas les mêmes yeux, etc. Et avoir cette consistance dans les produits, dans les différentes images que je vais générer. Aujourd'hui, l'IA n'est pas encore à 100%. Et le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, nous, on fait beaucoup de jeux en 3D. Et en fait, du 2D à la 3D, il y a maintenant des IA qui arrivent à transformer des images 2D en 3D. Mais... En revanche, elles sont très, très, très lourdes et pas du tout optimisées
et du coup elles sont pas vraiment utilisables et exploitables pour un jeu voilà, en temps réel. Alors, ça va faire beaucoup plus en serveur et on va mettre encore plus de pubs au détriment de l'expérience client. Exactement. Donc ça, c'est sur la créa. Et après, sur la partie équilibrage du jeu, on a aujourd'hui, on suit vachement, on a beaucoup de données le jeu vidéo parce que on a pas mal de data points de quand est-ce que les gens se connectent, quand est-ce qu'ils jouent, etc. Et une des grosses problématiques pour nous, c'est d'optimiser l'expérience client avec quand est-ce que le joueur perd trop de fois et qu'il faudrait peut-être être plus sympa. Sinon, il va sortir. Ouais. Voilà, il va partir, que ce soit dans le matchmaking avec les autres joueurs ou que ce soit dans les offres qu'on va offrir, etc. Dans tout ce panel-là, on voit qu'il y a de plus en plus d'IA qui commencent à arriver pour aller optimiser la difficulté des joueurs, optimiser... Enfin, du jeu pour les joueurs. Jeu pour les joueurs, exactement. Pour aller produire la meilleure expérience par rapport aux joueurs, son style de jeu, ses compétences, etc. Et ça, on voit que c'est des trucs qui sont en train d'arriver et qui vont être quand même des grosses transformations, je pense. Et donc, à la fois sur des datas génériques, j'imagine, dire globalement, après 4 défaites, le joueur arrête en moyenne. Exactement. Et ensuite, peut-être plus personnalisé avec ce joueur donné. Lui, c'est au bout de 5 fois, au bout de 6 fois. Et je vais après, dans le jeu vidéo, on va avoir tendance à avoir vraiment de la data agrégée. Donc, ça va être plus le premier cas que tu donnes. Mais en fait... ça va être l'avantage de l'IA et des modèles en tout cas qui arrivent, on verra s'ils sont capables de le faire. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais ça va être d'être capable d'adapter, de dire ok, là c'est 4 fois, mais pour ce joueur en particulier, en effet, c'est 5 fois et il rentre dans un autre groupe et comprendre de manière assez automatique. Après, la data, c'est pas magique. L'IA, c'est pas magique, c'est la data qu'on lui fournit pour apprendre. Donc on verra aussi de comment les boîtes arrivent à l'exploiter. Donc c'est des trucs qu'on regarde de très près parce que... Tu mets des gros budgets là-dessus ? Aujourd'hui, c'est pas vraiment des... Je vais pas dire qu'on met des gros budgets à proprement parler. Tu mets du temps pour regarder, comprendre. Exactement. C'est du temps et s'assurer qu'on utilise les outils et que les équipes se rendent compte que c'est important. Alors, et surtout passe la peur. Parce qu'il y a une réalité, c'est que ça fait peur. Parce que c'est une vraie transformation technologique et il y a pas mal de personnes qui se demandent est-ce que je vais garder mon job ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, il y a une réalité qui est faut accepter que en fait, demain, l'IA est un compagnon qu'on va devoir avoir dans nos jobs et que nos jobs vont évoluer. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire auprès des Madboxers pour leur donner les clés de lecture et surtout leur donner les meilleures armes parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité envers ces équipes à l'intérieur de la société, mais aussi à l'extérieur si demain ils partaient. Voilà. Je fais très rapide, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est que vous avez été approché potentiellement pour des reprises. Est-ce que vous avez été régulièrement approché ? Est-ce qu'il y a des moments clés qui font que vous avez été approché ? Typiquement, vous avez levé tant en telle année, donc les gens savent à peu près que quelqu'un va peut-être vouloir sortir à telle date. Est-ce que c'est des réussites de jeu, je sais pas, des conférences, des salons ? Bref, comment tout ça est arrivé ? Et puis à la fin, la question, tu l'as compris, pourquoi vous avez dit non ? Ouais, donc sur la partie approchée, on va dire que le marché du jeu mobile, comme le marché des apps, est hyper lisible. C'est-à-dire qu'il y a des applications type Sensor Tower, Apani ou autres, qui permettent d'accéder à toute la data en temps réel de tous les jeux, plus ou moins précise, mais au global, on voit les pics des jeux et les jeux qui marchent. On sait ce qui marche et ce qui marche pas. Et donc on est capable de projeter effectivement les revenus. Et ils sont capables de le faire. Donc en fait, à chaque fois qu'on a des succès commerciaux, des pics de revenus, forcément, il y a des boîtes qui nous regardent et qui disent « Ok, ça c'est pas mal, ça m'intéresse dans ma stratégie ». Dans un marché qui est souvent rentable, souvent avec des énormes profitabilités et sources de revenus. Donc, il y a des boîtes qui ont beaucoup de cash à déployer. Donc, oui, on est approché très régulièrement. Voilà. Et pour ta question de pourquoi on a refusé, en tout cas, à chaque fois qu'ils ont posé la question, il y avait 2 éléments clés. C'était, 1, est-ce qu'on continue de prendre du plaisir tous les jours en allant dans la boîte ? Oui. Donc, en fait, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un changement de cadre ? Non. Voilà. Ça, c'était le premier... cœur du réacteur. Où c'est pas garanti que tu t'épanouisses autant dans une nouvelle aventure. Exactement. En tout cas, c'était ça le premier pattern. Et le deuxième pattern, c'est est-ce qu'on est capable d'amener la boîte tout seul à l'étape d'après ? Et à chaque fois, la réponse était franchement, a priori, oui. A priori, oui. Et voilà, et on prend cette prise de pari. Voilà. Donc, c'est vraiment ces 2 indicateurs qui est la jauge de plaisir, entre guillemets, d'être avec les équipes et d'être avec mes associés actuels. Et le deuxième, c'est le potentiel. Il n'y a pas un moment où tu as quand même des offres qui se refusent pas, sans parler de tête de cheval Non. Tu n'as peut-être pas la référence. Je parlais du parrain, pardon. Ah, pardon. Je suis vieux, t'es plus jeune que moi. Non, est-ce qu'il y a des offres qui se refusent pas
oui, on en a eu des offres où clairement tu te dis bah ouais, je peux arrêter de bosser, je peux mettre ma famille en sécurité. Et tu rentres le soir, tu te dis wow, ok. Quand je dis non, c'est une vraie grosse décision. Et celle-là, on les a eu à les prendre déjà aujourd'hui. Et en vrai, aujourd'hui, c'est juste la question de moi, je m'épanouis, on peut continuer de développer, allons-y. Ouais. Et moi, j'ai 32 ans, je suis, entre guillemets, voilà, j'ai l'impression d'être au début de ma carrière. C'est ma première boîte, j'ai jamais bossé. Je pense que c'est pas qu'une impression, a priori. Ouais, et du coup, voilà, j'ai vraiment ce driver de me dire, en fait, j'ai du temps. Et je vais pas me précipiter alors que je prends du plaisir à créer des produits que j'aime avec des gens que j'admire, que ce soit les équipes ou mes associés. J'adore en fait me lever le matin là-dessus, quoi. Donc ça paraît peut-être un peu contre-intuitif, mais t'allais pas. Je te propose d'enchaîner avec cette rubrique. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Rapidement, je crois qu'on va sur la chemistry. Ouais, alors ma carte blanche, c'était, on en a déjà un peu abordé le sujet, donc je pense qu'on peut aller vite, mais nous, on a un indicateur chez nous qui est la team chemistry, donc l'alchimie entre les gens, et c'est un peu notre indicateur clé de succès. La question, c'est pour ça que je voulais quand même si tu l'as abordé tout à l'heure, comment ça se mesure ? Eh ben, c'est hyper dur parce que c'est de l'humain. Et en fait, ça se mesure dans l'envie de chacun d'entre eux de bosser ensemble, les sourires, les décisions, la réaction face à des trucs difficiles, genre on tente quelque chose dans un jeu, ça marche pas, oh mais c'est pas grave, on va réussir, ou à l'inverse, dans les bonnes nouvelles, rester calme, etc. Et en fait, en général, c'est souvent un mix de personnalités. C'est-à-dire qu'il va y avoir un profil très ambitieux, un profil hyper organisé, un profil hyper créatif. Et en fait, entre eux, il y a une vraie complémentarité, un respect mutuel et une confiance mutuelle entre chacun d'entre eux. Ils se disent ouais, là, je suis avec la meilleure équipe du monde pour faire ce projet-là et ça va être incroyable et on y va. Voilà. Et donc ça se passe en produit, mais ça se passe partout, en fait. La réalité, c'est que ça se passe partout. Donc, voilà. C'est aujourd'hui le facteur clé de succès chez Madbox, c'est la capacité à créer cette énergie entre les gens. Un des facteurs clés de succès de 40 nuances de Next, c'est qu'on a des entrepreneurs qui livrent tout, beaucoup en tout cas, les hauts, les bas. Pour la première fois peut-être dans ce podcast, je vais accepter une claque positive parce que j'ai ouvert là-dessus, je t'ai accusé de vol, de copie de Netflix, de Pixar et j'ai vu que tu faisais une tête mais je savais que tu pourrais te défendre juste après ce jingle. Waouh! Alors, ouais, la claque positive, c'est fin 2020, en 2019-2020 en fonction des romans, mais je lis le bouquin Creativity Inc. qui est sur l'histoire de Pixar, et 2020, je lis No Rules de Red Hastings de Netflix, et pour moi, c'est une claque, parce que c'est des bouquins qui théorisent des intuitions que j'ai eues en tant que jeune entrepreneur quand j'étais encore chez ma mère ou dans les pépinières au tout début. Et on revient encore une fois au people, c'est la capacité à réunir des équipes créatives entre elles, leur donner l'ownership créatif. Donc ce que je disais, c'est eux qui décident des projets sur lesquels ils vont bosser. Et à la fois d'être hyper dur sur la performance pour s'assurer qu'on ait la confiance. Et en fait, quand je lis ce bouquin, c'est en plein moment dans notre transition dont j'ai parlé tout à l'heure, de dire ok, on va changer de modèle. Et en fait, à ce moment-là, on décide aussi de changer de modèle. Et là, ça pose plein de questions de comment tu délègues à des équipes, comment tu leur fais confiance. Ça veut dire quoi faire confiance? Comment toi, tu lâches tes propres, parfois, convictions aussi. Et il en faut des convictions. Et il en faut, tes biais, comment tu fais pour communiquer, comment tu fais pour diriger, mais sans décider. Et je dis pas qu'on y est encore chez Madbox, mais vraiment, quand je lis ces bouquins, c'est une claque et je me dis, waouh, ok, il y a un autre modèle d'entrepreneuriat qui est possible que uniquement dire c'est comme ça et on va aller dans cette direction et on va tenter quelque chose de différent. Ce qu'on voulait toujours faire chez Madbox. C'est-à-dire, depuis le début de la boîte, on voulait ce côté unique. Et en fait, là, on a trouvé des pairs qui le font différemment parce que c'est pas les mêmes cultures que nous. Ils ont des patterns différents, mais on l'adapte pour nous par rapport à nos personnalités en tant que fondateurs et nos équipes. Vous l'avez fait lire aux collaborateurs, ce bouquin ? En tout cas, est-ce que tout le monde l'a lu ? Je pense que non. Est-ce que une grosse partie de la boîte l'a lu ? Je pense que oui, en tout cas sur Creativity Inc. On en a 1 milliard d'exemplaires dans les différents bureaux pour s'assurer que les équipes le lisent. Le leadership, ils l'ont lu à 100% et c'est un peu mandatory, c'est un peu obligatoire pour chacun d'entre eux. Pourquoi ? Pour comprendre ces industries qui sont les nôtres et comment tu gères de la créativité. Et puis s'assurer que tout le monde est aligné aussi sur... Exactement, ouais.
essentiel. Mon cher, on va se quitter dans un instant, malgré tout. Je crois que ça fait 2-3 épisodes que je dis, j'aimerais bien quand nous, on prend la décision. Mais on avait ce podcast Petite Sœur, Sista, parce qu'au démarrage de 40 nuances de Next, on choisissait pas nos invités, mais c'était des invités uniquement brillants du Next 40, donc que des belles boîtes. Malgré tout... depuis, on a eu envie d'élargir et en fait de choisir simplement nos invités. Mais malgré tout, au lancement, il y avait peu de femmes entrepreneurs dans ce palmarès. Et donc, on a décidé pour l'instant de garder le choix Sista de nos invités. Mais en réalité, je pense qu'on va commencer pareil, à aller chercher aussi toutes les femmes entrepreneurs qu'on a envie d'aller chercher. N'empêche que c'est toujours pas mal une bonne reco. La femme entrepreneur que t'admires, qui est-elle ? Que fait-elle ? Je vais vous donner Anne-Sophie Gervais, qui est co-head chez Sherpa. Donc, c'est pas une entrepreneuse, mais elle finance des entreprises et beaucoup d'entreprises en croissance sur de l'impact. Et c'est elle est incroyable. Et c'est surtout la première personne qui m'a aidé à me lancer dans l'entrepreneuriat au moment où j'étais encore à Dauphine, qui a créé l'incubateur de Dauphine et du coup qui a permis à des boîtes d'émerger. Okay. Et c'est là où, en fait, je voulais lui faire un petit clin d'œil parce que quand on commence une aventure entrepreneuriale, tu as commencé comme ça en disant on a besoin de personnes qui croient en nous. Elle a cru en moi à ce moment-là. Et aujourd'hui, elle continue de faire des merveilles de son côté en faisant confiance à des entrepreneurs. Et je pense que c'est une personnalité qu'il faut recevoir. À ton tour, peut-être un jour, de donner confiance et de faire confiance à la nouvelle génération d'entrepreneurs. En tout cas, la première étape, c'était de partager un bout de ton histoire, de ton expérience. Je sais qu'on aurait pu faire 4 heures. Et ce sera peut-être l'occasion de nous revoir. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Feuille blanche. 40 nuances de Next.